Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous trouvons aujourd'hui pour étudier l'anatomie de la prostate. La prostate, en latin prostata, qui vient du grec pro, devant, et statos, qui se tient debout, d'où la statique. Donc c'est un organe qui se tient devant, en l'occurrence qui va se tenir devant la vessie. Cette prostate est une glande génitale qui n'existe que chez l'homme. Donc quand on dit anatomie de la prostate, c'est obligatoirement uniquement chez l'homme. C'est une glande qui a à peu près la forme et la taille d'une châtaigne et qui va avoir la particularité d'entourer l'urètre, qu'on appelle du coup l'urètre prostatique. Et ce sera également une zone de jonction avec les voies séminales. La pathologie prostatique est extrêmement fréquente, comme nous pourrons le redire. C'est en particulier ce qu'on appelle l'adénome prostatique, qui est aussi appelé hypertrophie bénigne de la prostate, HPP, et c'est également le cancer de la prostate, deuxième cause de cancer chez l'homme. Nous allons faire un tout petit schéma simple ici de rappel topographique élémentaire, avec ici la paroi abdominale, la crête iliaque, la région de la symphyse pubienne, ici l'ombilic, la région glutéale, et nous pourrons rappeler que la vessie est essentiellement rétrosymphysaire lorsqu'elle est vide, et nous allons trouver la prostate qui sera donc en dessous et qui sera ici, petit organe, en projection globalement rétrosymphysaire. Voici cette situation de la prostate à la partie terminale des voies urinaires et avant le départ de l'urètre qu'on appelle l'urètre membraneux, puis l'urètre spongieux dans le pénis. Nous pouvons faire un autre petit schéma qui va nous présenter ici les reins pour mettre l'ensemble des voies urinaires. Ici, nous aurons le rein droit, le rein gauche qui est situé légèrement plus haut, donc en forme de haricot. Nous avons étudié par ailleurs. Voici les reins droit et gauche, donc organes urinaires en position rétropéritonéale, d'où vont partir les uretères, uretères droit et gauche, qui descendent verticalement là également dans la région rétropéritonéale et qui vont venir rejoindre la vessie, là aussi, comme nous l'avons vu. Donc région piélo-calicielle, puis c'est ici l'uretère qui va rejoindre la vessie. Et ceci est bien sûr commun chez l'homme et chez la femme, et c'est à partir de l'urètre qui part de la vessie que nous allons avoir des différences. Ici, nous aurons la vessie, qu'on va représenter moyennement remplie, et sous la vessie, nous trouvons le col, le départ de l'urètre. Urètre, l'idéal est d'employer avec un H pour conserver l'étymologie. Il s'agit bien d'un θ et non d'un tau, donc TH est plus adapté. La vessie, nous trouvons un petit sphincter ici qui renforce, nous le reverrons, qui renforce le col de la vessie, sphincter interne, et cet uretère qui va être court chez la femme, alors que chez l'homme, il va être long et va s'engager ensuite dans le pénis. Mais dans la portion ici sous-vésicale, nous trouvons bien cette glande génitale en forme de châtaigne avec un sommet, une pointe vers le bas qui vient entourer ici l'urètre. Voici cette prostate, donc dans la situation globale des voies urinaires, et l'urètre viendra ensuite être urètre membraneux, urètre spongieux et très long pour être dans la longueur du pénis et se terminer au niveau du méa urétral, au niveau du gland, comme nous le reverrons. Voici cette capsule prostatique, donc tissu fibreux épais qui vient entourer le parenchyme glandulaire. La prostate est une glande. C'est une glande exocrine génitale, c'est-à-dire que son excrétion va se faire par des conduits, des petits conduits qu'on peut aussi appeler ductules, et dans la lumière, et donc aller vers l'extérieur. Ce sera un des composants du liquide spermatique. Donc voici ces éléments. Rappelez, rein droit, rein gauche, la vessie et donc la prostate qui nous retient aujourd'hui et qui est ici vue dans
un plan frontal où nous avons ouvert la vessie et la prostate. Nous allons maintenant voir ces éléments sur plusieurs vues. Nous pouvons faire une petite vue de profil où nous aurons ici la forme de la prostate qui évoque donc une châtaigne, qui est ici vue de profil. Voilà cette prostate. Elle a une couleur grisâtre parce qu'il y a beaucoup de tissus fibreux, notamment au niveau de la capsule, mais nous la représenterons ici en ocre pour la différencier d'autres organes. Et au-dessus, nous aurons donc ici le fond puis le col de la vessie qui est ici accolé. Puis nous allons avoir ensuite la région ici du départ de l'urètre qui s'engagera dans le sphincter externe et qu'on appellera urètre membraneux. Ici, 30 mm de hauteur pour cette prostate qui est ici en vue latérale, c'est-à-dire que nous aurions l'avant à gauche et le haut vers le haut. Donc ici, morphologie externe, une forme de châtaigne avec une base qui sera tournée vers le haut, un apex qui sera inférieur avec le départ, la suite de l'urètre, une face antérieure qui est convexe vers l'avant, une face postérieure dont on reparlera et qui, elle, va présenter un sillon médian qui délimite en quelque sorte deux lobes de la prostate. Vessie, que nous représenterons ici relativement remplie. Vue postérieure, donc les organes sont intacts. Voici ici la vessie en vue postérieure. Puis nous allons, sur cette vue postérieure, voir qu'en dessous, le col et le départ de l'urètre est recouvert par la prostate qui présente ici en arrière un sillon médian, ce qui permet classiquement de décrire un lobe droit et un lobe gauche, même si ce n'est pas entièrement juste d'un point de vue fonctionnel, glandulaire de la prostate. Voici donc cette prostate en vue postérieure avec le sillon médian ici et les deux côtés qu'on appelle souvent lobes droit et gauche de la prostate. Donc nous sommes ici sur une vue postérieure de la prostate. Et puis vers le bas, l'urètre que nous avons présenté ici va être engainé dans le muscle sphincter externe de l'urètre, qui est dans le niveau du diaphragme pelvien. C'est environ ici l'urètre sur 20 mm. Donc en dessous ici, nous allons avoir ce muscle sphincter externe qui vient à nouveau cacher l'urètre, puisque l'urètre passe dans ce sphincter externe. Par définition, le sphincter est là pour fermer l'urètre et empêcher la miction, comme nous l'avons déjà vu. Puis, tout à fait vers le bas, nous allons trouver, et nous reprendrons cela dans le prochain cours dans un prochain cours sur le pénis, nous allons trouver ici le bulbe du corps spongieux, que l'on sent bien sous la peau. On est ici vraiment directement dans le plan cutané périnéal. Ici, le bulbe du corps spongieux, dans lequel vient également s'engager l'urètre. On va remplir ici, c'est toujours plus facile d'avoir les organes pleins qui soient remplis. Voici ici cette vessie, avec donc le muscle détrusor, ces fibres qui ont plusieurs orientations et plusieurs couches, et qui a fait l'objet d'un cours spécifique. Dans cette vessie, bien sûr, vont arriver les urtères, droit et gauche, dont nous mettrons juste ici un petit élément et que nous compléterons plus tard. Voici ici l'arrivée des urtères, droit et gauche. Nous prolongerons leur trajet tout à l'heure, urtères droit et gauche, qui vont se jeter dans la vessie, comme nous l'avons vu. Et c'est ici une vue postérieure, donc avec une orientation avec la droite qui est ici vers la droite du tableau et le haut du tableau. Nous compléterons cela progressivement. Puis nous allons maintenant
pour placer ces éléments en morphologie interne, nous avons ici vu la morphologie externe de cette prostate, forme de châtaigne, la base, face antérieure, face postérieure, face latérale, et ici, cette face postérieure qui présente un sillon, alors que la face antérieure est régulièrement convexe, sillon qui permet de définir un lobe droit et un lobe gauche. Notamment, ce servira pour les localisations de tumeurs. On pourra décrire si c'est plutôt droit ou plutôt gauche, ou au contraire parfaitement médian. Nous allons à présent faire deux coupes qui ont déjà été faites avec la vessie. Simplement, nous allons maintenant la compléter avec la prostate. Bien entendu, dans la mesure où nous sommes ici dans la prostate, de rappeler que nous sommes obligatoirement ici chez l'homme, donc dans le sexe masculin. Il n'y a pas d'équivalent chez la femme. Et du coup, c'est bien sûr une pathologie, la pathologie prostatique, qui sera une pathologie masculine tout à fait spécifique et qui relève de l'urologie. Nous allons ici faire deux coupes qui vont ressembler bien sûr aux différents éléments que nous avons vus, et on va notamment agrandir ici cette région. Ceci va nous permettre de présenter une vessie relativement remplie, ici, qui va nous conduire au col vésical, puis à l'urètre, qui sera maintenant l'urètre prostatique, qui va présenter une dilatation à sa partie moyenne. Nous allons bien sûr en reparler. Voici l'urètre prostatique, donc en coupe frontale, qui viendra se poursuivre par l'urètre membraneux ou membranacé. Voici donc cette vessie en coupe frontale que nous avons étudiée. Elle est moyennement remplie. Nous l'avons dit, normalement, elle est complètement vide après la miction. Il n'y a pas de résidu post-mictionnel. Puis, elle se continue ici par l'urètre, qui est l'urètre prostatique, donc contenu à l'intérieur de la prostate, que nous détaillerons. Nous pouvons mettre ici, puisque c'est une coupe frontale, le relief de la muqueuse qui est plus ou moins plissée. Quand la vessie est vide, elle est très plissée. Quand la vessie est remplie, elle est déplissée. C'est le principe d'un ballon que l'on gonfle. Voici ici cette muqueuse vésicale. Nous pouvons représenter certains éléments que l'on voit sur la face postérieure. C'est ici une coupe frontale, mais nous voyons la partie postérieure de la vessie. Et nous pouvons présenter ici les orifices des uretères droit et gauche. Là, encore une fois, c'est un cours que nous avons fait, mais il est important de rappeler les éléments pour bien comprendre la topographie des structures. Vers le dessous, nous avons une structure qu'on appelle ici l'uvule de la vessie ou uvule urétrale, qui est juste au-dessus de l'ostium urétral. Voici les orifices des uretères droit et gauche. Entre les deux, nous l'avions vu, une zone renforcée qu'on appelle le pli interurétérique, et ici, cette zone particulière, fibreuse ou plus fibreuse et plus résistante, qui correspond au trigone vésical. C'est la base sur laquelle pourront s'appuyer les différentes contractions musculaires du muscle détrusor. Donc voici cette vessie que nous connaissons. Nous pouvons placer vers le haut ici l'arrivée des uretères, uretère droit et uretère gauche, ici, qui arrivent et qui vont donc longer la face postérieure ici de la vessie. Je les mets en pointillé. Et vous savez qu'il y a non seulement un trajet rétrovésical, mais il y a ensuite un trajet intramural, environ 1,5 à 2 cm ou 1 à 2 cm. Ce trajet intramural permet d'avoir une continence et donc une absence de reflux vésico-urétéral. Nous pouvons ici compléter les éléments par le sphincter interne. Je change de couleur en mettant de l'orange, mais en fait, il s'agit bien d'une différenciation des fibres du muscle détrusor. Donc ce sont ici des fibres circulaires, sphincter interne, et je vous rappelle qui est donc sous contrôle, on va dire, végétatif et inconscient. Nous pouvons rappeler sur cette coupe tout de suite, mais nous ferons les rapports plus tard, qu'il y a ici le péritoine qui vient tapisser bien sûr les uretères qui sont rétropéritonéaux puis subpéritonéaux, et la vessie qui est subpéritonéale. Donc nous sommes bien là, comme nous l'avions vu, dans une région sous-péritonéale et dans le pelvis.
Et à présent, nous allons pouvoir placer en structure interne, en coupe, cette prostate. Donc, nous l'avons vu en plus petit, nous le voyons maintenant en plus grand. Voici ici, en quelque sorte, les deux lobes, droit et gauche, qui correspondent à cette châtaigne qui sera coupée frontalement ici. Voilà cette prostate. Et la prostate est constituée de parenchyme prostatique. Le parenchyme prostatique, ce sont environ 30 à 40 glandes tubulo-alvéolaires. Donc, vous verrez cela en histologie, c'est quelque chose de très caractéristique. On reconnaît facilement une coupe de glandes prostatiques. Donc, une structure de glandes qui sont plus ou moins longues suivant la situation. Et je vais ici faire simplement un remplissage. Donc, c'est bien ici le parenchyme prostatique. Et ensuite, il faut l'étudier en histologie pour bien faire. Glandes plus ou moins longues, tubulo-alvéolaires, 30 à 50, et ce sont des glandes exocrines, ce qui fait qu'il va y avoir des conduits excréteurs, ils sont très petits, on peut parfois même parler de ductules, petits conduits. L'occasion de rappeler ici que le terme de canal, canalis en latin, correspond à une structure osseuse ou ostéofibreuse, donc en gros squelette ou appareil locomoteur, alors que le terme de conduit, ductus en latin, est réservé à une structure viscérale. Et très souvent, on emploie encore l'ancienne nomenclature, cette ancienne nomenclature qui a changé il y a à peu près 125 ans, puisque c'était en 1895, mais la France a été un peu en retard. Donc, on dit le canal parotidien, non, c'est le conduit parotidien. Le canal de Wirsung, c'est le conduit de Wirsung, et c'est bien sûr beaucoup plus rigoureux et utile pour les échanges scientifiques et internationaux d'avoir quelque chose d'harmonisé en terminologie internationale. Voilà cette prostate, et au point de vue histologie, donc essentiellement ce tissu glandulaire. Ces glandes vont sécréter le liquide prostatique. Ce liquide prostatique sera un des constituants du sperme. En gros, c'est à peu près 30% du liquide spermatique, du sperme. Il y a des particularités dans cette partie, donc c'est 30% sécrété par la prostate. Il y a notamment la présence de PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate, prostate specific antigen, PSA donc, dont le dosage est très connu, parce qu'une petite partie de ce PSA va passer dans le sang et donc pourra être un reflet de l'activité de la prostate. Et donc c'est un dosage extrêmement classique, même s'il n'est pas de loin pas absolu ni suffisant pour le détectage de cancer de la prostate. Malgré tout, ce qui sera surtout intéressant, c'est de suivre son évolution. Le dosage doit être fait dans des conditions très particulières, car dans un certain nombre de cas, on sait que des activités peuvent augmenter le taux de PSA dans le sang, mais toujours est-il que donc ce liquide ici est très particulier. Il est alcalin et va compenser l'acidité vaginale chez la femme. Nous allons trouver ici maintenant la capsule. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle capsule et pas fascia? Parce que pour un certain nombre d'organes, on parle de fascia. C'est ici le terme consacré. Et cette capsule fibreuse est assez épaisse. Ceci a un avantage, c'est que ça va protéger la prostate de fracture de la prostate, et d'autre part va permettre éventuellement ce qu'on peut appeler une énucléation de la prostate, c'est-à-dire enlever le parenchyme prostatique en cas de tumeur, mais conserver la prostate, ce qui permet de sauver les éléments périphériques, comme nous le redirons. Capsule prostatique, donc de type fibreux. Nous pouvons, donc la vessie ici est peu remplie puisqu'elle ne nous intéresse pas, on a surtout insisté sur la prostate. Nous allons maintenant faire une coupe similaire qui sera une coupe sagittale. Donc là on va remettre, c'est bien une coupe ici frontale, coupe frontale que nous avions déjà commencé avec la vessie, que nous avons vu de nombreuses fois avec déjà le pelvis. Et sur cette coupe frontale, nous avons ici la droite et le haut vers le haut. C'est l'agrandi de cette vue ici. Et donc, dès qu'on a passé la prostate, on s'engage ici dans le sphincter externe de l'urètre, qui lui est sous commande volontaire, comme nous l'avons dit, et nous reprendrons cette partie
avec l'étude du pénis ensuite, sphincter externe. Nous allons maintenant faire une coupe qui sera une coupe sagittale, médiane, qui va être très similaire. Nous n'avons même pas besoin de mettre l'ensemble de la vessie, ou alors en un petit peu plus petit. Nous allons ici avoir sur cette coupe sagittale médiane la prostate qui va entourer à nouveau l'urètre. Donc voici l'urètre intraprostatique qui vient former un coude d'environ 130 degrés qui a son importance, notamment en endoscopie, j'en redirai un mot. Et ensuite, on se prolonge par l'urètre membranacé ou membraneux qui traverse le sphincter externe. Puis vers le haut, nous allons ici avoir la vessie que nous allons représenter peu remplie sur cette vue. Voici cette vessie peu remplie avec la muqueuse vésicale. Vers l'arrière ici, nous aurons l'orifice de l'urètre droit que nous voyons arriver ici, l'urètre droit, et qui est en pointillé sur la paroi postérieure de la vessie, et ici la crête interurétérique. Puis vers le bas, c'est ici, pour rappeler la présence de l'uvule. Nous trouvons autour du col le sphincter interne de l'urètre, donc sous contrôle végétatif, on va dire inconscient. Et nous allons trouver la prostate qui n'est pas tout à fait symétrique en antéro-postérieur. Elle est plus développée vers l'arrière que vers l'avant. Voici ici la partie antérieure de la prostate jusqu'à l'apex. Et voici ici la partie postérieure qui remonte un peu plus haut, c'est ce qu'on a appelé la base, et qui va également rejoindre ici l'apex. Donc voici cette prostate. Je ne rentre pas dans le détail histologique ici. Ce sont donc des tubes glandulaires. On parle de glandes tubulo-alvéolaires, plus ou moins longues. Celles qui sont très proches de l'urètre vont être courtes. Celles qui sont très loin de l'urètre vont être longues pour pouvoir s'aboucher dans l'urètre. Nous allons le redire. Voici ici donc la prostate avec une vessie qui est volontairement peu remplie. Et nous avons la capsule prostatique ici qui vient entourer le parenchyme. Lorsque cette capsule est envahie dans le cadre de cancer, il faudra faire une prostatectomie radicale et enlever également la capsule et aussi possiblement des éléments qui sont autour. Puis vers le bas, donc ici le sphincter externe, ici le sphincter externe sur la coupe sagittale qui nous mène à la partie membranacée de l'urètre, dont nous reparlerons dans le prochain cours avec l'urètre spongieux, sphincter externe de l'urètre, sphincter interne. Et nous avons l'avant qui est à gauche et le haut vers le haut. Nous avons donc ici déjà tous les éléments pour comprendre la pathologie prostatique. Lorsqu'il va y avoir une augmentation de taille de la prostate, ce qui peut être le cas dans l'adénome prostatique qu'on appelle aussi hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, hypertrophie bénigne de la prostate, très fréquente chez l'homme à partir de 50-60 ans, eh bien, l'augmentation de volume va venir aussi rétrécir ici l'urètre, et donc il y aura des signes urinaires variés, miction impérieuse, difficulté à uriner, et qui à un moment donné vont carrément amener à un blocage et éventuellement à un globe. C'est-à-dire que ça nécessitera sondage, de vider la vessie et ensuite un traitement de la tumeur elle-même. Nous le redirons tout à l'heure, qui peut se faire par voie endoscopique ou par voie classique par la parotomie. Nous pouvons noter donc ici qu'il y a cet élargissement et nous allons
cet élargissement de l'urètre dans la coupe frontale correspond au coude ici. Ce coude, on l'a dit, c'est environ 130 degrés d'angulation, va expliquer les difficultés possibles pour franchir cet angle, suivant la souplesse de la prostate. Donc, il est normal que quand on ait la sonde ici, on puisse éventuellement buter. De toute façon, quand c'est très resserré, la sonde aura du mal à passer. Nous reverrons l'ensemble de ces caps qu'il faut franchir dans le sondage urinaire. Mais aussi, au niveau du coude, ici, on trouve une petite élévation qu'on appelle collicule ou colliculus. Le colliculus urétral. Colliculus, ça veut dire petite colline. Ce colliculus urétral, c'est un petit relief sur la paroi postérieure de l'urètre, relief allongé, ici, que je représente et que nous allons agrandir à présent. Donc nous allons faire un agrandi de cette région colliculaire en vue antérieure. Nous allons trouver ici donc l'urètre qui vient s'élargir au niveau moyen. Donc c'est là où il y a l'angulation d'environ 130 degrés également. Et donc c'est un agrandi de ce qui est ici. Et nous trouvons sur la paroi postérieure le colliculus, qui est une zone surélevée, donc une petite colline, qui est elliptique à grand axe vertical. Vers le haut, classiquement, vers la vessie, il y a ici ce qu'on appelle les freins du colliculus. Ce n'est plus dans la terminologie internationale, mais vers le bas, cela se prolonge par la crête urétrale ou crête colliculaire, crête urétrale ou crête colliculaire, donc qui prolonge ce colliculus vers le bas. Ceci est très important parce qu'il va y avoir à ce niveau l'abouchement de deux structures fondamentales qui sont les conduits éjaculateurs. Donc, conduits éjaculateurs dont nous reparlerons bien sûr, on va les mettre ici en violet. Je surlignerai en blanc. Deux orifices extrêmement petits, on est à la taille d'1 millimètre, donc ceci est très fortement agrandi. Orifice des conduits éjaculateurs dont nous verrons la signification tout à l'heure. Puis, nous avons, c'est la partie terminale des voies spermatiques, hormis ensuite l'urètre spongieux. Puis nous allons trouver un autre orifice qui est en général de même niveau ou un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu au-dessous, qui est l'orifice de l'utricule prostatique. Donc sur le colliculus, c'est tout petit, puisque nous sommes là sur un diamètre d'environ 2 à 3 mm. Nous avons ici l'orifice de l'utricule prostatique en blanc, utricule prostatique, et nous avons les orifices des deux conduits éjaculateurs. Nous les comprendrons mieux avec des vues dans un instant. Donc c'est à la fois très petit, mais ça va être un repère extrêmement important lors d'endoscopie, puisqu'on arrive ici par l'endoscope dans l'urètre. D'une part, il y a un coude, mais surtout on voit ces reliefs. Et ça va être un point de repère important pour les résections endoscopiques. Les adénomes, nous le verrons, sont essentiellement au-dessus, supracolliculaires. Et donc, on va essayer de sauvegarder, bien entendu, les conduits éjaculateurs et d'enlever simplement la partie supérieure. Sinon, vous avez effectivement une stérilité si vous coupez les conduits éjaculateurs. Au point de vue repère, ici, nous pouvons mettre le sphincter interne, donc sous contrôle végétatif. Ici, le col de la vessie. C'est une coupe frontale, c'est un agrandi de cette région. Si nous faisons une coupe horizontale au niveau du colliculus, donc une coupe qui serait à ce niveau-là, coupe horizontale, eh bien, nous allons voir que la lumière va être soulevée par le colliculus et nous avons un aspect caractéristique en coupant l'urètre qui n'est plus ici circulaire, mais qui vient présenter le colliculus, petite colline, qui est donc en relief. Et on a un aspect un petit peu en croissant de lune. Voilà la coupe de l'urètre prostatique au niveau du colliculus. Autour, nous sommes bien sûr dans la glande prostatique.
Et nous voyons ici l'abouchement, éventuellement, donc des conduits éjaculateurs, suivant le niveau, qui vont aller dans la lumière de l'urètre. Là, voilà, on est dans l'urètre ici. Et nous trouvons l'utricule prostatique. Alors c'est oblique, ce n'est pas obligatoirement vu dans un plan horizontal, mais voilà cet aspect avec le colliculus. Et sur les deux côtés ici, il y a ce qu'on appelle le sinus prostatique ou sinus colliculaire, c'est-à-dire sinus, ça veut dire gouttière. Comme il y a ici une colline, eh bien de chaque côté, il y a une gouttière. Et c'est dans cette gouttière, de chaque côté du colliculus, que viennent s'ouvrir 15 à 30 conduits, petits conduits de la glande prostatique, ou des glandes prostatiques. Donc des micro-orifices ici, microforamènes, qui correspondent à l'abouchement de 30 à 50 glandes. Mais il existe aussi des petits orifices accessoires qui peuvent se faire tout le long de l'urètre. Et donc ici, ces orifices sont des conduits prostatiques, sont ici sur les côtés dans le sinus. Donc c'est une région bien sûr extrêmement de petite taille, mais fonctionnellement fondamentale. On est bien là dans le carrefour entre les voies urinaires, l'urètre supracolliculaire, puis ici nous sommes dans la région du carrefour génital avec le colliculus, l'abouchement des conduits éjaculateurs, et ensuite c'est l'urètre infracolliculaire, cet urètre sous-colliculaire ou infracolliculaire, et dorénavant une voie mixte, à la fois génitale pour le sperme lors de l'éjaculation et à la fois pour l'urine lors de la miction. Et qu'on peut ici représenter remontant obliquement vers le haut et l'arrière, médian, donc dans la prostate, plus ou moins loin, parfois atteignant même la capsule ou traversant la capsule. Cet utricule prostatique est un vestige du conduit paranéphrotique. Conduit paramésonéphrotique, pardon. Conduit paramésonéphrotique, appelé aussi conduit de Muller ou canal de Muller. Nous allons maintenant voir que cette prostate n'est pas homogène, puisqu'il y a 30 à 50 glandes, mais on a essayé de définir des zones qui étaient plus à risque d'adénome ou plus à risque de cancer. L'avantage est que quand on fait une imagerie de la prostate, eh bien, on va pouvoir se dire s'il y a une tumeur à tel endroit, c'est plutôt en faveur d'un adénome, à un autre plutôt en faveur d'un cancer. L'imagerie pour la prostate va être l'échographie qui peut se faire par voie abdominale, donc à travers la paroi abdominale, en suprapubien, qui peut se faire par voie périnéale, c'est-à-dire en se plaçant au niveau du périnée, et échographie qui peut également se faire par voie endorectale, comme on le redira tout à l'heure lorsqu'on verra l'ensemble des rapports. Donc dans l'imagerie, bien entendu, il sera intéressant de connaître ces zones et aussi quand on fait des topographies de biopsie. Nous allons voir deux classifications. Il y a une classification qui est ancienne, qui est la classification de Gilles Vernet, qui date de 1954. Nous allons faire ici avec l'urètre, la région donc colliculaire. Voici ici cette urètre, la région colliculaire. Nous allons ensuite placer vers le haut, puisque c'est un repère toujours intéressant, c'est le sphincter interne, que voici, sphincter interne, donc jonction avec la vessie, et nous allons représenter sur cette coupe frontale le parenchyme et de l'ocre, le parenchyme prostatique. Voici ici les contours de la prostate. Voilà les contours de la prostate, donc en forme de châtaigne, la base vers le haut, l'apex de la prostate vers le bas. Nous pouvons tout de suite placer la capsule prostatique, donc qui est ici bien sûr importante aussi sur le plan chirurgical et pour la définition du franchissement ou non
de la capsule dans des envahissements tumoraux et en particulier de cancer de la prostate. Et nous pouvons aussi peut-être comme repère, c'est important, placer ici le colliculus, avec donc, on l'a dit, on voit bien en endoscopie, une zone centrale, ici, zone centrale, qui est supracolliculaire, zone centrale supracolliculaire, et cette zone centrale sera la zone de prédilection des adénomes. Donc, zone centrale de Gilles Vernet, adénome, et entoure bien sûr ici l'urètre, ce qui va pouvoir permettre de le comprimer, et qui rejoint le fait qu'effectivement, quand on fait des résections endoscopiques, c'est en général un adénome qui est situé au-dessus. Et nous allons trouver en dessous et sur les côtés, dans cette classification, dans cette segmentation de Gilles Vernet, nous allons trouver la zone périphérique qui est inférieure et latérale, qui recouvre en partie la zone centrale et qui est la plus étendue, la plus volumineuse, et cette zone est la zone des cancers prostatiques. Voici ici la zone périphérique. Donc c'est une première approximation qui a bien sûr déjà son intérêt pour comprendre les topographies tumorales de la prostate. Ici la zone périphérique. C'est une coupe frontale schématique et donc nous avons ici la droite, et droite vers la gauche, et le haut. Puis, il y a eu une deuxième classification qui est aussi très utilisée, et qui est maintenant plus utilisée d'ailleurs, qui correspond à un progrès descriptif, qui est la classification de McNeil, ou segmentation de McNeil, qui remonte à 1968. Et là, pour bien faire, il faut faire deux coupes pour comprendre la topographie qui est un peu plus complexe. Il faut faire deux coupes. Il faut faire une coupe sagittale, antéro-postérieure, et il faut faire une coupe horizontale. Nous allons commencer par la coupe sagittale, avec ici donc l'urètre qui viendra former son coude. Urètre, le coude à peu près à 130 degrés, la région ici donc colliculaire, urètre supracolliculaire, le colliculus ici sur la face postérieure, urètre infracolliculaire. Nous pouvons replacer comme repère vers le haut ici le sphincter interne de l'urètre, donc qui est en fait une forme de spécialisation circulaire en sphincter du détrusor. Puis nous pouvons placer ici les contours de la vessie avec la partie antérieure ici vers la droite qui est plus réduite jusqu'à l'apex et la partie postérieure, la partie haute étant la base, la partie ici postérieure de la prostate. Nous allons trouver sur cette classification une zone qui est située au pourtour de l'urètre, plus exactement sur les faces latérales droite et gauche de l'urètre supracolliculaire. Et ici, cette petite zone transitionnelle ne représente que 5% de la glande. 5% ici en jaune, nous le comprendrons mieux sur une coupe. On va peut-être faire tout de suite la coupe en parallèle. Donc ici, cette zone transitionnelle, 5%, et ce sera la zone caractéristique des adénomes. Donc au départ, c'est une toute petite zone, mais qui peut s'hypertrophier très fortement. C'est ici une coupe sagittale, et nous avons donc l'avant à droite, le haut. Nous allons maintenant, dans McNeil, il y a deux façons de le voir. Nous allons faire maintenant la coupe horizontale, où nous trouvons ici la coupe donc de la prostate, avec l'aspect de lobe en arrière
avec le sillon médian. Voilà cette coupe horizontale. Donc, suivant une orientation classique, c'est-à-dire que nous avons la tête derrière et les pieds devant. Ici, donc, une coupe horizontale, axiale, on peut dire transversale. Et nous avons donc ici la droite vers la gauche et nous avons l'avant vers le haut. Nous sommes ici sur la capsule. Nous pouvons placer l'urètre dans la région paracolliculaire, donc qui est légèrement déplacé vers l'avant, puisque le lobe postérieur est plus développé. Voici cette forme ici en croissant de l'urètre qui est coupé. Et cette zone transitionnelle va représenter 5% et est située ici, 5% sur une glande normale, est située ici de chaque côté de l'urètre. Voilà cette partie ici transitionnelle qui est très réduite, 5%, mais qui donnera place aux adénomes. En arrière des précédentes, qui peut aussi être le siège d'adénome, mais c'est moins caractéristique, et qui va être la région qui entoure les canaux excréteurs droit et gauche. Voici cette partie centrale, c'est-à-dire que le terme de partie centrale ne correspond pas au terme central de Gilles Vernet. Nous y reviendrons en faisant la synthèse. Et nous trouvons à l'intérieur eh bien, les deux conduits éjaculateurs que je mets ici en violet. C'est donc une zone autour de ces canaux éjaculateurs. Voilà la zone centrale qui va donc être, qui entoure les conduits éjaculateurs. Zone centrale ici, centrale. Puis nous avons la zone périphérique que l'on va particulièrement bien comprendre sur la coupe horizontale ici et qui vient entourer l'ensemble. Vers l'avant, les deux côtés droit et gauche, donc les lobes, ne se rejoignent pas et sont séparés par un interstice. Vers l'arrière, le sillon médian, mais nous voyons qu'il y a une communication glandulaire entre les côtés droit et gauche. Voici ici la zone périphérique selon McNeil, et c'est ici environ 70% de la glande. Donc ici la zone périphérique, cette zone périphérique c'est 70%, nous referons la synthèse dans un instant. Et donc ici, eh bien, cette zone périphérique vient se superposer à la partie précédente, ici. Voilà la zone périphérique qui ne remonte pas totalement jusque vers le haut, mais recouvre en partie la région centrale. Voici la région périphérique, selon la classification de McNeil. Vous voyez sur la coupe horizontale qu'il reste une petite place en avant. C'est ce qu'on appelle la zone antérieure. Et cette zone antérieure est très peu glandulaire et correspond surtout à du tissu fibreux, ici, tissu fibreux, ce qui fait qu'il y a très rarement d'adénome ou de tumeur à ce niveau. Donc, et nous pouvons reprendre ici cette zone, c'est parfois ce qu'on appelle l'isthme de la prostate, donc tissu fibreux ici en avant. Donc, si nous reprenons, nous avons ici la classification ancienne. Centrale, c'est facile, c'est ce qui est supracolliculaire, essentiellement les adénomes. Et puis nous avons la zone adénome, donc hypertrophie bénigne de la prostate. Et puis nous avons la zone périphérique qui va correspondre eh bien, au cancer de la prostate. Statistiquement, bien entendu. Cancer de la prostate, je le rappelle, qui est un cancer donc, qui ne touche bien sûr que l'homme, qui est très fréquent au stade microscopique, à l'examen de l'âme, qui a une expression beaucoup plus rare. On considère qu'après 80 ans, environ 50% des gens, voire plus, ont des cellules de type cancéreuse dans la prostate. Mais est-ce qu'il y a une expression clinique ou non? C'est le deuxième cancer chez l'homme, donc c'est un cancer extrêmement important. Et le traitement sera complètement différent, bien entendu, suivant le fait
qu'il y a une capsule franchie ou non, et suivant qu'il y ait des métastases ou non. Malheureusement, c'est un cancer qui est souvent découvert au stade métastatique. Cette zone centrale ici de Gilles Vernet correspond, vous voyez, en coupe à ce qui est ici, la coupe frontale de Gilles Vernet, correspondrait en fait à cette zone-là. Vous voyez, si je fais la coupe frontale ici, eh bien, je suis exactement sur la segmentation de Gilles Vernet. Nous avons la zone en jaune, qui est la zone centrale de Gilles Vernet, qui est la zone transitionnelle de McNeil, et en périphérie, nous avons la région de la glande périphérique. Donc, en fait, ce n'est pas une contradiction du tout, c'est simplement un affinement. Cette zone centrale ici, en fait, donc affinée, c'est la zone transitionnelle, 5%, nous l'avons dit, et adénome. Puis, nous avons en arrière la zone centrale, environ 15%. Là, on va le mettre en bleu. Éventuellement, des adénomes aussi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette zone transitionnelle ici, qui fait 5% de la masse, peut, par le développement, faire 99% de la masse. Et bien entendu, vu la situation ici, eh bien, va directement venir comprimer l'urètre. Alors qu'un cancer qui va être plus à distance de l'urètre, ici, eh bien, aura éventuellement moins de répercussions et de signes. Donc il y a beaucoup plus souvent de signes dans l'hypertrophie bénigne de la prostate que de signes dans le cancer, et c'est bien toute la difficulté du diagnostic du cancer. Puis, nous avons, donc, pour faire cette synthèse, nous avons ensuite la zone périphérique que l'on retrouve, qui présente une échancrure vers l'avant, 70%, et qui est donc ici la zone privilégiée des cancers. C'est une topographie importante, et en échographie, et en IRM, et en ponction, biopsie que l'on pourrait faire. Et en avant, cette zone médiane, fibreuse, la zone antérieure, qui représente environ 10%. Donc si on fait le total, 10% pour la partie antérieure ici qui est fibreuse, plus 5% pour la zone transitionnelle, on est à 15%, plus 15% pour la partie centrale, plus 70% pour la partie périphérique, on a ici l'ensemble de la glande. 5%, je le remets en jaune ici, pour la zone transitionnelle. Donc ceci est important, c'est ce qu'on peut appeler la segmentation ou la topographie zonale de la prostate. C'est une structuration de ces éléments et on est à la limite entre l'histologie et la macroscopie. Ceci se voit, encore une fois, en IRM. Nous allons maintenant faire un agrandi pour voir des rapports à proximité, cette jonction avec les voies génitales. Nous allons pour cela représenter de façon agrandie, très agrandie, la face postérieure de la prostate, qui sera donc ici avec le sillon médian. Voilà la prostate très agrandie en vue postérieure. Et ici la partie médiane, prostate. Ici nous avons le sillon médian. C'est un agrandi de la vue postérieure de la prostate. Et au-dessus, nous aurons un agrandi de la vessie que je ne représenterai que sur une petite partie. Nous sommes là également sur la face postérieure de la vessie et que nous voyons partir ici vers la droite et vers la gauche. Voici ici la vessie. Nous compléterons éventuellement tout à l'heure. Nous allons voir arriver le conduit déférent. Le conduit déférent, nous en reparlerons dans un autre cours et puis nous allons ici simplifier. Le conduit déférent arrive par le canal inguinal, puis va longer le bord supérieur, le bord supérolatéral de la vessie de chaque côté, donc conduit droit, conduit gauche, et arrivant à l'angle postérolatéral de la vessie, vient ici se recourber pour arriver à la face postérieure de la vessie. Conduit déférent, je referai peut-être un petit schéma complémentaire. Ce conduit déférent, on l'a dit, 40 à 50 cm de long, donc extrêmement long, environ 3 à 4 mm de diamètre et une paroi musculaire, donc un cordon qui est épais, qui est dur sous la palpation. Et ici, donc, qui a atteint l'angle supérolatéral de la vessie, vient se recourber. À sa partie terminale, nous allons trouver l'ampoule du conduit déférent. On dit aussi ampoule déférentielle, puis qui est un renflement,
Puis nous allons trouver de nouveau un rétrécissement de ce conduit. Donc voici le conduit déférent, avec ici l'ampoule déférentielle, donc renflement, puis de nouveau une partie plus fine. Conduit déférent qui vient donc du testicule, qui passe dans le cordon spermatique, qui passe dans le canal inguinal, qui longe la partie latérale de la vessie et qui vient ici arriver au niveau de la prostate par sa partie terminale que nous reverrons. Nous pouvons, on va pour l'instant rester, on va faire les deux côtés, ce sera plus simple. Donc ici on va représenter l'ampoule déférentielle du côté gauche, le rétrécissement, et puis ici le conduit déférent qui a longé le bord supérolatéral de la vessie arrivant donc du canal inguinal, conduit déférent, ampoule déférentielle. Donc l'ampoule déférentielle est une dilatation terminale du conduit déférent, mais qui à son intérieur a une structure un petit peu cloisonnée. Donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier en histologie. Là aussi, une histologie de glande séminale, d'ampoule déférentielle, pardon, se reconnaît facilement. Voici donc le conduit déférent. Conduit déférent, droit et gauche. Et nous sommes là au niveau de l'ampoule déférentielle. Ampoule déférentielle ou ampoule du conduit déférent. Ça, c'est la voie principale, c'est la voie noble. Cette voie qui va du testicule jusqu'à ce niveau est la voie qui conduit les spermatozoïdes qui ont pris leur maturation et leur origine dans le testicule, les conduit vers l'extérieur, dans le cadre de l'éjaculation. Donc, si l'on coupe le conduit déférent ou si l'on ligature le conduit déférent à n'importe quel endroit, obligatoirement, vous ne pouvez plus avoir d'arrivée de spermatozoïdes et donc c'est une stérilisation. Ça, c'est la voie principale. Et nous allons trouver des glandes accessoires qui sont appelées glandes vésiculeuses ou glandes séminales. Ces glandes vont avoir un aspect bosselé et sont situées ici en dessous et latéralement par rapport à l'ampoule déférentielle et par rapport au conduit éjaculateur ensuite. Donc ici, ces glandes vésiculeuses ou donc glandes séminales vont avoir un aspect assez variable suivant les gens et très bosselé. C'est bien sûr une glande exocrine avec un conduit terminal. Ce conduit vient se terminer de manière commune avec le conduit déférent, comme nous allons le redire. Donc ici, cet aspect bosselé, très variable en forme, suivant les gens, j'en redirai un mot. C'est environ 5 à 6 cm de long, ici, et cet aspect bosselé caractéristique. Nous sommes là à la face postérieure de la vessie et nous avons le conduit terminal. Nous pouvons représenter l'autre côté en ayant dissocié cette glande, car en effet, la longueur que nous voyons ici de 5 à 6 cm correspond à quelque chose qui est pelotonné, qui est replié sur lui-même. Et en pratique, on peut donc enlever le tissu fibreux et disséquer et voir que ce qui apparaissait comme une masse ici globuleuse correspond en fait à quelque chose d'également globuleux, mais qui est ici disséqué et plus long, avec parfois même des petits récessus. Et là, on arrive à quelque chose qui peut aller jusque 12 à presque 20 cm. Donc, il faut imaginer qu'il y a l'aspect externe, mais que l'aspect réel est quelque chose de tubulaire ici. Et nous l'avons donc disséqué et déplissé. C'est la même chose, simplement ici, la glande est déplissée. Et donc, on peut mettre des espèces de petits éléments pour montrer qu'on a représenté, on a dissocié les éléments. Donc ici, dissociation pour montrer ces éléments.
Là aussi, ce sera une histologie extrêmement particulière, avec des cloisons, avec des cellules glandulaires. Il y a une partie de tissu musculaire, bien sûr, et dans la prostate d'ailleurs également. Pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr que l'excrétion du liquide glandulaire puisse se faire, et ceci nécessite, comme la vésicule biliaire par exemple, eh bien, qu'il y ait une contraction qui va chasser le liquide séminal produit par les vésicules séminales. De même, au niveau de la prostate, là, ce sont des fibres qui sont plus microscopiques, c'est à l'échelon histologique. Nous allons trouver une partie donc glandulaire, mais entre les éléments glandulaires, il y a des petites fibres musculaires, aussi du tissu fibreux, et ces fibres musculaires vont être responsables de la chasse du liquide, la forme de contraction de la prostate par ces petites fibres. Mais l'écoulement est plus facile que pour les glandes. Ici, il faut imaginer quelque chose qui est un peu en dérivation, comme pour la vésicule biliaire au niveau des voies biliaires. Pas tout à fait comparable, mais malgré tout, on peut imaginer cela comme ça. Alors, ces glandes vont sécréter un liquide, bien entendu, qui sera conduit vers l'extérieur par le conduit excréteur de la glande et qui va rejoindre le conduit déférent après l'ampoule déférentielle. Le liquide qui est produit par les vésicules séminales représente environ 70% du liquide séminal, 70% du sperme est du liquide qui est produit par les vésicules séminales. Donc 30% par la prostate et 70% par les vésicules séminales. C'est un liquide qui est aussi particulier, ce qui fait que quand on examine d'un point de vue biochimique et biologique l'ensemble du sperme, on peut dissocier l'origine vésiculaire et l'origine prostatique. En l'occurrence, c'est un liquide qui est également alcalin, toujours pour compenser l'acidité vaginale, mais c'est un liquide qui est riche en fructose, donc qui est sucré, et c'est en dosant ce fructose dans le sperme, lors d'analyses biologiques, que l'on peut voir si le fonctionnement de cette glande est correct ou pas. Donc le fructose qui caractérise ici ces glandes. Donc qu'est-ce qui se passe au bout? Eh bien au bout, nous allons avoir ici les deux conduits, c'est-à-dire le conduit déférent et le conduit de la glande séminale, qui viennent former un conduit maintenant unique, et ce conduit unique est le conduit éjaculateur. Et c'est ce conduit éjaculateur qui vient rentrer dans le parenchyme prostatique et rejoindre et s'ouvrir au niveau du colliculus. Donc c'est un trajet qui sera maintenant intraprostatique d'environ 15 à 20 mm. Donc voici ici cette terminaison, et donc ces deux conduits éjaculateurs qui sont là, les voies terminales et génitales. Donc c'est un calibre extrêmement réduit, on va faire une tout petite agrandie, un calibre extrêmement réduit, nous sommes là à 0,5 mm pour la jonction, et donc bien entendu il faut que ce soit perméable, sinon c'est une cause de stérilité puisque les spermatozoïdes n'arriveront pas. Nous en reparlerons avec les testicules. Bien entendu, couper le conduit déférent amène une stérilité, pas de spermatozoïdes, mais n'amène pas de problème d'androgène, puisque c'est la partie endocrine du testicule qui ne passe pas par le conduit déférent. Pour compléter cela, donc ensuite, bien sûr, ces conduits vont aller en pointillé ici, rejoindre la région du colliculus. Et c'est là l'arrivée ici de ces deux conduits qui ont passé dans la prostate, parallèlement ici à l'utricule de chaque côté. Nous pouvons également ici rappeler l'arrivée de l'urtère de chaque côté. Voici ici l'urtère et en l'occurrence le conduit déférent surcroise l'urtère. Donc voici urtère droit et urtère gauche qui vont donc se poursuivre ici à la face postérieure et puis rejoindre la face, s'engager dans la face postérieure de la vessie, c'est-à-dire la partie intramurale. Voici ici l'urtère en blanc. On essaye de conserver les mêmes couleurs tout le long. Voici ici l'urtère droit, urtère gauche. Nous sommes à la face postérieure et ils viennent converger, ces deux urtères, ici,
voilà les urtères, et les conduits déférents arrivent en dessous. Nous sommes sur la face postérieure de la vessie, et nous pouvons le rappeler ici en mettant un petit peu de rose. C'est donc un rapport postérieur de la vessie que ces vésicules séminales. Elles sont adhérentes par un tissu fibreux, mais on peut bien sûr les dissocier, et il faut les disséquer, notamment en cas de prostatectomie radicale ou totale. On va disséquer ces glandes et le conduit et les ligaturer. Voici pour cette partie. C'est un complément glandulaire. Nous avons la prostate qui est bien sûr très importante cliniquement, mais ce n'est que 30% du liquide. Et ici, ces vésicules séminales qui représentent 70%. On va juste montrer qu'il existe des formes très variables de vésicules séminales. Donc la forme classique, si on prend un côté droit, c'est celle que je vous ai présentée ici, c'est-à-dire un aspect bosselé et unique. Ça, c'est l'aspect classique, unilobé. Mais on comprend bien que comme en fait ce sont des tubes qui sont pelotonnés, eh bien, nous pouvons avoir un aspect tout à fait différent. Donc ça, c'est l'aspect classique. Puis nous avons un aspect qui peut être en bisac, c'est-à-dire qui correspond à ce que nous avons disséqué là-haut, mais qui est spontanément en bisac, où on voit le repli des éléments. Donc ici, une vésicule séminale en bisac, donc où il y a bien on voit le coude entre les éléments, ce n'est pas accolé, en bisac. Nous trouvons également des vésicules qui sont des vésicules bilobées. Là aussi, comme le but il est effectivement de sécréter et qu'il y a un bourgeon embryologique qui peut venir se dupliquer, on peut avoir des vésicules séminales ici de type bilobé. C'est unilatéral ou bilatéral. Et donc, il ne faut pas en être étonné, c'est une morphologie extrêmement variable. Donc ici, un type bilobé que nous avons. Nous allons encore terminer par un schéma très agrandi de la jonction ici, en faisant une coupe, de la jonction entre le conduit déférent et le conduit éjaculateur. Voici ici le conduit éjaculateur qui présente un sinus au niveau de sa partie d'origine, donc un petit élargissement. Ça, c'est le conduit éjaculateur en coupe. Conduit éjaculateur, c'est environ 15 à 20 mm de long. C'est essentiellement en intraprostatique et vient s'ouvrir ici au niveau du colliculus séminal ou colliculus prostatique. Et puis nous avons ici arrivant le conduit déférent avec l'ampoule déférentielle. Et d'autre part, nous avons arrivant ici la glande vésiculeuse ou glande séminale. Donc voilà cette jonction entre glande et conduit déférent. Voilà le déférent. Voilà la glande séminale. Et à partir d'ici, la jonction en une terminaison unique droite-gauche qui est le conduit éjaculateur. Pour donner un ordre de grandeur, nous sommes ici à peu près à 2 mm de diamètre, 1 à la fin, et le rétrécissement au collet, on est ici à 0,5 mm. Et cela fonctionne finalement comme un injecteur pour un moteur, c'est-à-dire que la nature fait qu'effectivement nous allons avoir là une espèce d'effet Venturi et une accélération. Sur cette coupe frontale ici, nous pourrons placer au point de vue paroi, eh bien c'est une coupe qui va passer au niveau, qu'on va faire assez grande, qui va passer ici au niveau du foramen obturateur. Et nous serons donc là dans la région vraiment du pelvis, c'est-à-dire sous le détroit supérieur. Nous allons trouver ici la branche ischiopubienne, donc ce sont des vues que nous avons largement faites par ailleurs. Nous avons ici les branches ischiopubiennes droite et gauche, et entre une région qui est relativement finalement limitée, qui va correspondre au plancher pelvien. Donc ici, la branche ischiopubienne, c'est une coupe qui passe par le foramen obturatum que nous voyons au-dessus, et puis nous avons là la partie supérieure qui vient nous mener, du foramen obturatum, qui vient nous mener au
à la région du détroit. Et puis ici, la partie supérieure donc, de l'os iliaque. Là, c'est de l'os spongieux que nous avons coupé. Et de l'autre côté, de manière similaire, ici, nous aurons ces éléments avec ici le détroit supérieur et la partie latérale de l'os coxal, donc ici de l'os spongieux qui est coupé, une fine couche corticale. Entre les deux, c'est le foramen obturatum et nous trouvons la membrane obturatrice qui est ici donc coupée. Sous le détroit supérieur, nous sommes dans le pelvis mineur. Au-dessus, pelvis majeur, c'est la cavité abdominale. Au point de vue paroi, en dehors, ce sont les régions obturatrices et glutéales, régions fessières. En dedans, nous trouvons, donc on ne va pas revenir sur ces régions, en dedans, nous allons trouver le muscle obturateur interne qui viendra s'insérer au pourtour du foramen obturé. Nous sommes là donc, dans les parois de la région. Foramen obturé, foramen obturatum, avec ici le muscle obturateur interne qui est recouvert d'un fascia épais, important, qui est le fascia obturateur. Donc ici, obturateur interne et le fascia obturateur. Il y a plusieurs façons de faire. Nous allons construire les 3 coupes en parallèle, ce qui donne un bon exercice par rapport à l'imagerie. C'est donc ici une coupe frontale, puisque nous avons une imagerie maintenant tridimensionnelle, même en écho, et donc il est important de pouvoir raisonner parallèlement en examinant successivement les différentes structures. C'est-à-dire que si c'est une coupe frontale, nous avons ici la droite et nous avons vers le haut l'avant. Nous allons faire parallèlement et en un petit peu plus petit, nous aurons l'occasion de refaire ces vues. Nous allons faire ici une vue qui sera une coupe sagittale médiane, donc classique que nous avons fait de nombreuses fois, avec ici la section sagittale médiane du sacrum. Voilà, le sacrum avec la partie supérieure, la moitié supérieure qui correspond aux 2 premières vertèbres sacrales S1, S2, puis la moitié inférieure S3, S4, S5. C'est ici la coupe donc, du tissu spongieux. Je passe relativement vite, nous l'avons fait très nombreuses fois. Voici ici la vertèbre L5 qui est aussi dite vertèbre cunéiforme. Et c'est le disque L5S1 que nous avons ici, donc avec la symphyse et une zone très fréquente de hernie. L'annulus fibrosus autour, le nucleus pulposus au centre, ici, qui donc peut, lors d'une déchirure, venir aller vers l'arrière et comprimer les éléments. Nous trouvons ici le canal sacral avec la crête sacrale médiane, qui s'arrête au niveau de S4. En dessous, c'est une membrane, la membrane sacro-coccygienne notamment. Et au-dessus, nous avons ici le processus épineux de L5. Puis, nous avons en dessous ici la région du coccyx, qui est classiquement constituée en 2 pièces, même s'il y a 4 vertèbres. Ces 4 vertèbres viennent en général fusionner en 2 pièces. Au même niveau, se projetant en avant sur le coccyx, nous avons la symphyse pubienne. Symphyse pubienne, aussi nous l'avons fait de nombreuses fois avec les parois, avec cet aspect elliptique. Entre le plateau supérieur de S1, face supérieure du sacrum, et la symphyse pubienne, nous avons le détroit supérieur et la ligne oblique. Pour rappel, la branche ischiopubienne ici descend vers le bas jusqu'à la tubérosité ischiatique sur laquelle vous êtes assise. Donc, bien entendu, l'os descend plus bas, mais nous n'insisterons pas sur les différentes régions. Nous allons ici donc avoir de l'os. C'est à peu près tout ce dont nous aurons besoin d'un point de vue osseux. Et c'est ici une coupe sagittale médiane. Coupe sagittale médiane. Avec donc une représentation de l'hémi-bassin droit. Et au point de vue orientation, nous avons l'avant à gauche et le haut en haut. Et la dernière coupe que nous allons faire, on la fera elle ne sera pas obligatoirement en proportion, nous allons faire en un peu plus petit. Eh bien, ce sera une coupe qui passe horizontale, qui passe par la symphyse pubienne et les tubérosités ischiatiques, coupe que nous avons fait de nombreuses fois également.
Donc ici, vers l'avant, nous avons la partie pubienne qui vient constituer la symphyse pubienne. Donc entre les deux côtés, nous aurons ici la symphyse avec du tissu fibreux, annulus fibrosus, et puis au centre, une partie qui est plus gélatineuse, qui est le nucleus pulposus, symphyse pubienne. L'os est ici coupé, donc coupe horizontale, voilà, on fait de nombreuses fois, je vais vite. Et puis, bien sûr, ceci est toujours à confronter à l'heure actuelle avec l'imagerie, puisque ceci se voit au point de vue osseux très bien en scanner. Et pour ce qui nous intéresse ici, les viscères et pour la prostate, ce sera l'IRM qui est l'examen privilégié, notamment parce qu'il y a du tissu adipeux qui va donc être en hypersignal et qui sera donc tout à fait intéressant. Région symphysaire, région des tubérosités ischiatiques sur lesquelles on est assis, et ici en arrière, nous aurons la région du coccyx en arrière. Dans le foramen obturatum, qui est ici intéressé par cette coupe horizontale, nous avons la membrane obturatrice. En dehors, en avant, c'est la région obturatrice et la région du trigone fémoral. En arrière, c'est le muscle grand fessier, glutéal majeur, c'est la région fessière. Et au point de vue musculaire, eh bien, nous allons trouver sur cette coupe le muscle obturateur interne qui s'insère au pourtour ici du foramen obturateur et sur la membrane obturatrice, et dont le tendon va venir ici contourner le bord postérieur de l'os coxal pour aller rejoindre le grand trochanter, puisque c'est un pelvis trochantérien. Voici ici les deux muscles obturateurs internes. Nous connaissons cela pour l'avoir vu à de très nombreuses reprises. Obturateur interne. Mais je vous rappelle qu'en anatomie, il est toujours important de construire, c'est-à-dire de pouvoir partir de zéro et de pouvoir faire des traits. Il n'y a que comme ça que l'on peut retenir, pas en lisant des textes, encore moins des polycopiés ou en regardant des photos toutes faites. C'est la logique de cette construction. Vous voyez, on part du tout simple, de l'os, pour aller au plus complexe. Nous allons maintenant voir qu'il y a un autre muscle ici que nous allons trouver sur deux coupes. Donc je vais juste rajouter ici que c'est une coupe horizontale. Donc ici, coupe horizontale, passant par le foramen obturatum. On peut dire transversal, on peut dire axial, mais tout est axial puisque tout a un axe perpendiculaire. Coupe horizontale, avec donc en orientation, c'est une orientation internationale. La tête est derrière, nous avons la droite à gauche, nous avons l'avant en haut. Au point de vue musculaire, nous avons l'arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus, que nous avons vu ici, muscle levator ani. Voici cette arcade, et sur cette arcade vient s'insérer ce muscle levator ani, qui est représenté classiquement en anatomie comme une gouttière, comme un entonnoir concave vers le haut, mais qui sur le vivant, avec son tonus, est en fait convexe vers le haut. Donc ici, voilà ce levator ani qui va être convexe vers le haut et qui est très caractéristique. Ceci a été montré bien sûr par l'imagerie, muscle levator ani, dont nous avons vu toute l'importance dans le soutien des structures pelviennes. Et nous retrouvons ce levator ani venant ici s'insérer sur l'arcade de l'oblique, de l'obturateur interne, et venant délimiter la fente urogénitale, venant ici se terminer sur la région coccygienne. Voilà le muscle levator ani, confère le cours bien sûr que nous avons fait sur les muscles. Mais nous sommes là dans la région de la fente urogénitale. Nous pouvons sur cette vue du cours appeler en paroi, parce que ce sera intéressant ici, qu'il y a en surface le muscle glutéal majeur ou muscle grand fessier, glutéal majeur ou grand fessier, qui vient recouvrir ici toute la région et recouvrir aussi la tubérosité ischiatique lorsque l'on est debout. Lorsqu'on est fléchi à 90 degrés, nous l'avions dit, on peut dégager les tubérosités ischiatiques et les palper. Ceci est important, le muscle glutéal majeur, alors effectivement, ça peut être un petit peu ambigu, on va mettre glutéal majeur et grand fessier, est recouvert d'un fascia
que l'on peut représenter ici. Donc nous serons là sur la paroi postérieure de la région. Donc à présent nous allons passer aux viscères et nous allons voir la prostate ici qui sera dans cette partie basse et rétrosymphysaire, mais maintenant à une échelle bien sûr plus réduite. Voici ici la prostate qui va être traversée donc de forme de châtaigne, qui est traversée par l'urètre prostatique avec l'utricule prostatique, puis ce sera l'urètre membraneux. Voici cette région donc prostatique. Avec la capsule prostatique qui entoure l'ensemble. On ne revient pas sur les détails, ce sont ici les rapports que nous construisons progressivement. Et en dessous, nous avons donc l'urètre membranacé qui poursuit l'urètre prostatique et qui va traverser le muscle sphincter externe, comme nous le verrons dans un instant. Au-dessus, c'est ici la vessie, qu'on peut représenter de façon plus ou moins remplie, ici moyennement remplie. Voici la vessie que nous pouvons représenter sur cette coupe frontale. Vessie avec la muqueuse, ici vésicale. Je ne reviens pas sur tous les éléments que nous avons déjà pu décrire. Bien entendu, en imagerie, notamment en échographie, pour bien distinguer les régions, il faut profiter du contraste naturel, c'est-à-dire que si la vessie est vide, c'est du muscle, et ça va ressembler aux autres structures, alors que si elle est remplie avec de l'urine, de l'eau, eh bien, nous aurons là tout de suite l'identification de ces éléments, et en plus, comme par exemple les ultrasons passent facilement à travers l'eau, ceci vient dégager la région. Il est évident que pour une échographie, il faut une vessie remplie, et en endorectal, c'est moins nécessaire, mais aussi en IRM, c'est toujours intéressant d'avoir la vessie remplie. Donc voici ces éléments, et nous pouvons donc compléter les structures vers le bas en plaçant ici le muscle sphincter externe, dont les fibres tout vient s'intriquer, viennent s'intriquer ici en partie avec le muscle élévateur de l'anus qui forme le diaphragme pelvien, et puis aussi avec des fibres qui correspondront au plan du muscle transverse du périnée. Puis dessous, eh bien, l'urètre, et ça nous le verrons dans le cours sur le pénis et sur l'urètre spongieux, eh bien dessous nous avons ici le corps spongieux, et avec un coude à 90 degrés, nous voyons ici donc le début de la partie spongieuse de l'urètre qui ensuite va se recourber vers l'avant, vers vous ici, mais ça donc ce sera un cours suivant spécifique. Voilà ici le corps spongieux et nous avons ces différentes portions. Nous avons donc là les rapports, déjà une grande partie des rapports qui apparaît. Nous allons poursuivre sur ce schéma en plaçant maintenant le péritoine que nous avons déjà vu. Nous allons avoir l'arrivée des urtères ici qui sont sur les côtés et qui étaient sous-péritonéaux. Et nous voyons ici les orifices avec donc les petits pointillés de trajets rétro-vésicaux. Nous voyons sur les côtés, nous l'avons dit, longeant le bord supérolatéral de la vessie, le conduit déférent, musculaire, 3 mm, un cordon épais, donc très dur à la palpation. Et nous pouvons placer ici le péritoine pariétal, qui est soulevé par les urtères, péritoine qui vient former la séreuse de la vessie, mais c'est uniquement à sa face supérieure comme nous l'avons vu, et ici on repart sur le péritoine pariétal. Ça veut dire que tout ceci est bien sûr sous-péritonéal et explique que longtemps la chirurgie prostatique était extra-péritonéale, et c'est encore le plus souvent le cas lorsqu'on prend une voie même abdominale, eh bien on va décoller l'espace prévésical, on le redira, pour arriver à cela. Au-dessus, nous sommes donc bien là dans la cavité péritonéale avec un petit peu de liquide péritonéal, et on peut présenter de façon très symbolique ici quelques anses intestinales qui reposeraient donc au-dessus. J'écarte volontairement les éléments et je n'en mets ici que quelques-unes. Ces anses intestinales sont bien sûr, quant à elles, recouvertes également de péritoine, de séreuse. C'est ici le péritoine qui vient du mésentère, et donc c'est
la séreuse, le péritoine mésentérique que nous trouvons et qui est au-dessus dans la cavité abdominale. Nous pouvons maintenant compléter cela en rapport par des vaisseaux et des nerfs. Eh bien, nous allons trouver bien sûr des artères prostatiques, des artères vésicales que je représente ici, artères prostatiques. Je ne rentrerai pas dans le détail ici où on arriverait à quelque chose de relativement spécialisé. Et nous trouvons, donc ce sont des branches que nous avons étudiées avec les vaisseaux, et nous trouvons ici les veines. Les veines sont plus nombreuses, veines vésicales, veines prostatiques surtout sont plus nombreuses et viennent former des sortes de plexus. Donc des lames vasculaires antéro-postérieures qui sont ces lames sacro, recto, génito, pubiennes qui mènent les éléments vasculo-nerveux de l'avant vers l'arrière. Il y a bien sûr des lymphatiques, ce qui fait qu'on aura une diffusion de cancer de la prostate vers des lymphatiques rétro-péritonéaux. Et nous avons des nerfs qui vont passer sur le côté, bien sûr, d'innervation. Ces nerfs sont des nerfs végétatifs et en particulier qui sont pour la mobilité de la vessie, mais en particulier, nous allons trouver les nerfs érecteurs. Ces nerfs érecteurs vont naître du plexus hypogastrique, comme nous l'avons vu, mais ces nerfs érecteurs vont passer ici eh bien, en périphérie de la prostate. Ce sont de fins filets, ces nerfs érecteurs ici, qui vont ensuite passer sous la symphyse et rejoindre les corps érectiles, donc pour l'érection. Nous avons étudié cela par ailleurs, nous en reparlerons avec le pénis. Il est évident que tout le danger de la chirurgie prostatique, c'est d'une part qu'on sera en chirurgie endoscopique quasiment obligé d'enlever le sphincter interne, c'est-à-dire que nous aurons toujours une continence urinaire, puisqu'il y a le sphincter externe. Mais en revanche, il y aura une éjaculation rétrograde. Éjaculation rétrograde, car en effet, quand le sperme arrive ici, il doit être conduit vers l'extérieur, et donc, de manière réflexe, le sphincter interne, ici, se ferme. Quand on fait une résection de l'adénome, ici, supracolliculaire, on emporte toujours ce sphincter, et donc éjaculation externe. L'éjaculation se fait à l'intérieur de la vessie, et ensuite s'écoulera avec la miction. Et d'autre part, c'est la proximité de ces nerfs érecteurs ici qui fait qu'on peut avoir, en conséquence de la chirurgie prostatique, moins bien sûr en endoscopique, mais de façon beaucoup plus fréquente en chirurgie élargie, on emporte ici ces nerfs érecteurs et donc on aura comme conséquence une impuissance. Et puis bien sûr, rien n'est vide. Ici, nous aurions du tissu, tout ça est rempli de tissu adipeux. Et je ne rentre pas dans le détail des éléments. Nous pouvons ici retrouver ces éléments peut-être sur cette coupe, c'est celle qui sera la plus simple. Nous allons avoir ici, dans la fente urogénitale en avant, nous allons trouver ici la prostate, avec donc cet aspect de sillon médian postérieur. Nous allons trouver à l'intérieur, décalé légèrement vers l'avant, l'urètre. Voici ici cette prostate donc, qui occupe toute la partie antérieure rétro-pubienne, rétro et infrapubienne. Nous avons ici la capsule de la prostate, que voici. Et puis, nous allons trouver en arrière le rectum, que je mettrai ici en rose. Je vais le présenter rempli, alors qu'il peut être beaucoup plus étriqué lorsque l'ampoule rectale est vide. Mais là, pour montrer qu'il s'agit bien d'une structure creuse, le rectum ici et la prostate en avant. Donc, le rapport est direct entre les deux éléments et c'est très simple, le pelvis masculin. Nous allons retrouver des éléments vasculo-nerveux qui vont donc partir de l'arrière. Je vous rappelle que les plexus hypogastriques sont de chaque côté ici du rectum et les branches, notamment des nerfs érecteurs, vont donc ici passer sur les côtés de la prostate et c'est en cela que lors de la chirurgie prostatique, les nerfs érecteurs peuvent être touchés. Nous trouvons bien sûr les vaisseaux et les nerfs de chaque côté qui forment ces éléments des lames sacro, recto, génito, vésico-pubiennes. Le nom est un peu compliqué, mais c'est très facile. Sacro, recto, génito, vésico-pubiennes. Donc c'est l'ensemble des éléments qui viennent de l'axe de l'iliaque interne et rejoignent les organes
ou la partie centrale. Il y a une particularité, c'est une espèce de cloison fibreuse qui se place entre la prostate et le rectum. C'est ici ce qu'on appelle l'aponévrose prostato- ou recto-prostatique, ou c'est aussi ce qu'on appelle le fascia de Denonvilliers. C'est une cloison frontale, nous allons la retrouver sur une coupe, qui vient finalement séparer, vous voyez, une loge prostatique et une loge rectale, l'ensemble étant rempli de tissu adipeux autour. Donc ici, tissu adipeux très important dans cette région, qui est la fosse ischio-rectale que l'on a vue et que l'on reverra dans le cours avec le rectum. En avant, ici, dans le tissu adipeux de la prostate, il y a un plexus veineux extrêmement développé. Ce plexus veineux est le plexus appelé préprostatique ou rétropubien, qui porte souvent un nom propre, c'est le plexus de Santorini. Le problème dans la chirurgie prostatique, donc bien sûr on va par exemple ici rester dans la loge, puisqu'on a cette loge. Si c'est élargi, il faut bien sûr faire une chirurgie élargie. Le problème vasculaire va être plus les veines que les artères. Les artères ont un pouls, elles ont une paroi musculaire, elles restent ouvertes et on les voit. On voit le pouls, on voit le sang qui jaillit à petits jets réguliers. Le problème quand on blesse ou quand on coupe ici des veines, c'est qu'on a une hémorragie qui se fait de façon beaucoup plus sournoise. Vous voyez le sang qui monte et c'est beaucoup plus délicat à cautériser. Donc ça, ce plexus veineux pré-prostatique ou rétropubien de Santorini était longtemps un écueil majeur et même une source de décès par hémorragie. Nous allons terminer ces rapports et on fera une synthèse dès que ce sera fini. Nous allons terminer ces rapports ici en plaçant le rectum et le canal anal que nous avons étudié ou que nous réétudierons par ailleurs. Voici ici le canal anal qui va jusqu'à l'anus. Puis nous trouvons ici le coude anorectal qui nous mène ici au rectum. On aurait peut-être dû prendre du rose comme avant, mais on va peut-être faire en rose pour rester cohérent. Donc voici ici le rectum. Rectum, le canal anal, donc avec un cours spécifique que nous avons fait, l'anus. Voici ici cette région anorectale avec donc les différents replis de cette région. Ici la région du canal anal, la région anale. Nous pouvons trouver autour le sphincter externe, sphincter strié de l'anus ici, qui sera dans le plan du plancher pelvien et que l'on retrouve donc en avant puisque c'est une structure circulaire comme nous l'avons vu. Donc ici sphincter strié de l'anus et puis nous trouvons le ligament anococcygien qui est tendu en arrière entre l'apex du coccyx et la région anale. Voilà donc pour le rectum et le canal anal. Nous allons ensuite et ici le canal anal. Nous allons ensuite pouvoir placer la région prostatique qui sera ici située donc en rétro-symphysaire et où nous trouvons l'urètre prostatique qui forme donc un coude à 130 degrés au niveau du colliculus. Le colliculus est au niveau du coude. La partie antérieure de la prostate en forme de châtaigne, la partie postérieure de la prostate. Voici ici la prostate en situation, donc rétro-symphysaire. Nous avons la capsule prostatique qui est ici. Puis nous pouvons placer la vessie que l'on représentera également moyennement remplie. Nous allons présenter la paroi antérieure. Voici la vessie, donc qui se prolonge vers l'avant, le col, la partie postérieure de la vessie, la partie supérieure, nous la présentons moyennement remplie, vers l'avant. L'apex antérieur, ici, vient se prolonger par le ligament ombilical médian, vestige de l'ouraque, qui rejoint la paroi abdominale. Je ne reviens pas sur ces différents éléments que nous avons pu voir de nombreuses fois.
Voici ici la muqueuse vésicale. Et nous pouvons placer ensuite en rapport la suite de l'urètre. La suite de l'urètre, eh bien, c'est l'urètre membranacé ou membraneux. Nous sommes dans le même plan que le sphincter du rectum. C'est ici le sphincter externe de l'urètre qui est donc sous contrôle volontaire. Sphincter externe de l'urètre. C'est la partie membranacée de l'urètre que nous reverrons donc ultérieurement. La membrane périnéale en dessous, et à ce moment-là, l'urètre va pénétrer dans le corps spongieux qui va passer ensuite dans le pénis, donc qui passe ici sous la symphyse pubienne. Voici ici le corps spongieux que je représente et que nous réétudierons bien sûr dans un cours spécifique avec le pénis. Et nous voyons ici eh bien, cet urètre qui vient former un coude à 90 degrés, nous en reparlerons, s'engager dans le corps spongieux. C'est l'urètre spongieux, urètre masculin, qui est donc très long. Je n'insiste pas plus sur cette vue, nous en aurons suffisamment pour faire les derniers commentaires sur la prostate. Voici ici ce corps spongieux, l'ensemble est retenu à la symphyse par le ligament suspenseur ici du pénis. Nous avons donc là les éléments principaux. Nous pouvons compléter les éléments en arrière par le centre tendineux du périnée que nous avions évoqué avec l'étude du périnée et des parois, le fascia ici superficiel. Centre tendineux du périnée qui est donc le point d'appui des différents éléments musculaires du plancher du diaphragme pelvien et du plancher du périnée. Nous pouvons ensuite représenter les vésicules séminales et l'arrivée ici du conduit déférent. Voici ici le conduit déférent qui serait ensuite donc sur le bord latéral de la vessie. Conduit déférent ici. Et en arrière, donc rapport postérieur, nous pouvons ici symboliser une vésicule séminale. Donc en violet, l'appareil déférentiel et séminal. Nous pouvons placer ce fascia recto-prostatique ou prostato-rectal de Denonvilliers, qui est ici entre la prostate et le rectum. À présent, bien, il nous reste à présenter le péritoine. Péritoine, qui est donc ce péritoine pariétal antérieur, qui tapisse la face profonde de la paroi abdominale, puis qui vient être un péritoine inférieur à la partie supérieure de la vessie, puis qui vient plonger en arrière de la vessie, et donc en partie en arrière des vésicules séminales, pour former un cul-de-sac et se réfléchir sur le rectum et ensuite rejoindre sa partie postérieure. Nous avons là, je mets une petite étoile, nous avons là eh bien, ce qu'on appelle en clinique classiquement le cul-de-sac de Douglas. C'est la partie la plus inférieure du péritoine, de la cavité péritonéale. On peut mettre ici des petites croix avec un petit peu de liquide péritonéal. On est donc là dans la cavité abdominale. Et au-dessus, nous avons des anses intestinales. J'en présente quelques-unes ici, quelques anses intestinales qui, elles, sont tapissées. Bien sûr, il n'y a pas autant d'espace, c'est fait ici simplement pour montrer pédagogiquement les éléments. Et voici ici ces anses intestinales qui peuvent donc reposer sur la vessie, mais séparées. On est bien là dans la cavité péritonéale, là on est en extra-péritonéal. Donc nous avons là ici les différents éléments. En avant de la vessie, c'est ici du tissu fibreux et adipeux. C'est l'espace pré- et sus-vésical. Et donc quand on fait une voie de chirurgie par voie abdominale, on ouvre la paroi abdominale entre les deux droits de l'abdomen, mais on décolle pour rester en sous-péritonéal et aller atteindre la prostate. Par la voie périnéale ancienne, bien entendu, là on est sous-péritonéal.
Ensuite, nous allons trouver ici, en avant de la prostate, eh bien, du tissu adipeux. Nous l'avons dit, il y a du tissu bien sûr adipeux partout, rien n'est vide. Ici aussi, on aurait du tissu adipeux. Mais en avant, ici, dans le tissu adipeux rétrosymphysaire et préprostatique, nous avons là toutes ces petites veines qui forment un plexus rétropubien ou plexus préprostatique de Santorini et qui peut être un danger lors des prostatectomies. Nous trouvons bien sûr des vaisseaux tout autour et les nerfs seront au contraire sur les faces latérales. Nous avons ici ces éléments donc vasculaires, c'est surtout la partie veineuse qui est finalement gênante et nous pouvons ensuite progresser d'un cran en arrière pour voir ici ce cul-de-sac. Bien, le cul-de-sac, c'est la partie la plus déclive, récessus donc vésico-rectal, la partie la plus déclive de la cavité. Quand on a un épanchement péritonéal, même minime, il va être là. Ce qui fait que quand on fait une échographie de la région, on peut voir ici du liquide, même s'il n'y a pas une grosse quantité. Et également, en cas de péritonite, eh bien, cette région est accessible par le toucher rectal. Et effectivement, en voyant ce dessin, on comprend l'importance clinique, lorsqu'on n'a pas surtout d'autres examens possibles directs, l'importance directe ici du toucher rectal. En fait, le toucher rectal, c'est essentiellement un toucher anal, on va jusqu'à la partie basse du rectum. Toucher rectal, toucher digital, et on palpe la face postérieure de la prostate. On va pouvoir voir si elle a une taille normale, on l'avait dit, c'est à peu près 30 mm fois 40 mm, donc ça vous donne un aspect, 30 mm c'est un travers de doigt et demi, 40 mm c'est 2 travers de doigt. Donc 1, est-ce qu'elle est augmentée de volume? 2, est-ce que sa consistance est normale? On dit classiquement un petit peu comme une balle de ping-pong. Et puis, est-ce qu'elle est irrégulière ou bosselée? Donc, si elle est très dure, ce sera en faveur d'un carcinome. Ce toucher rectal va être très important chez l'homme. Le toucher rectal sera important aussi, un peu plus haut, pour aller éventuellement, en cas de péritonite, provoquer une douleur. Mais c'est surtout l'intérêt, bien sûr, pour la prostate. C'est, on va dire, un dépistage élémentaire de la prostate. C'est aussi par cette voie endorectale que l'on va faire des échographies. On a un échographe particulier, tubulaire, que l'on insère ici, un peu comme un thermomètre, et au lieu de traverser tous ces éléments et d'avoir un signal perdu, on va avoir ici, on est directement en contact de la prostate et on pourra faire une échographie extrêmement précise. Et puis, en IRM, on a aussi des possibilités d'IRM soit par des antennes pelviennes, soit par des antennes endorectales, ce qui va nous donner là même des possibilités d'analyse d'IRM physiologique, biochimique, fonctionnelle. Donc ceci est bien sûr très important. Nous pouvons terminer en évoquant donc ces différentes loges et reprendre les rapports. Si l'on regarde la prostate, rapport supérieur, la vessie. Et donc on est bien sûr en sous-péritonéal. Rapports latéraux, les parois, obturateur interne, région glutéale, muscle élévateur de l'anus, muscle élévateur ani. Rapports latéraux toujours, mais à proximité, ce sont ces lames vasculaires sacro-recto génito-vésico-pubiennes qui amènent notamment les nerfs érecteurs. Donc, ils sont à peu près à 5 mm de la prostate, et donc c'est vraiment un des problèmes de la chirurgie de la prostate, très peu, on va dire, en endoscopique, mais bien sûr en chirurgie classique. Donc, rapports latéraux avec ces éléments ici, notamment nerveux. Et puis, nous avons ensuite, dans les rapports inférieurs, nous revoyons ici le sphincter strié, partie membranacée de l'urètre, le corps spongieux, l'urètre spongieux que nous étudierons. Nous trouvons les rapports postérieurs. Ces rapports postérieurs, à travers le fascia de Denonvilliers, se font avec le rectum et avec la loge rectale. Nous pouvons ici encore placer les contours cutanés jusqu'à la marge anale, et ici la peau qui vient recouvrir le périnée et la racine du pénis. Donc voilà pour ces éléments concernant la prostate, qui est à la fois très simple, mais ce qui est important, c'est la fonction et la topographie, puisque nous l'avons dit, c'est une pathologie extrêmement fréquente chez l'homme, l'hypertrophie bénigne de la prostate, adénome prostatique, et le cancer prostatique, deuxième cause de cancer chez l'homme, avec un examen finalement assez simple qui est l'échographie endorectale, puis l'IRM. Je vous remercie pour votre attention.